Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Alors, la vidéo de ce soir a été motivée par une lecture, une analyse de Donald Trump, le candidat des Républicains à la présidence de la République des États-Unis. Alors, je sais que Trump est de nature très agressive. Comme un bulldozer, il écrase tout sur son passage. Est-ce que c'est la terre du riche ou la nature du vainqueur? Mais dans l'analyse, j'ai tiré juste la substance qui concerne l'Afrique. Donald Trump parle de l'Africain comme étant un paresseux, un voleur, quelqu'un qui n'est pas capable de créativité. Pour lui, l'Afrique devrait être simplement être mise en demeure, donc placée sous colonisation permanente. D'accord, c'est très excessif. Mais quelque part, le Congolais de Brazzaville que je suis, doublé du Canadien, j'ai appris justement, après 40 années de ma vie passée au Congo-Brazzaville, j'ai appris à accepter les choses telles qu'elles se présentent, sans les tronquer, sans les falsifier. On me l'a souvent reproché, parfois de dire une vérité crue. Mais est-ce que la vérité a un autre visage? Si ce n'est le visage que les politiques appellent diplomatique. Donc cette façon de dire la vérité en voilant l'essentiel. Il faut donc avoir une mémoire qui a la capacité de contourner la réalité pour aller chercher la substance que le diplomate voudrait faire passer comme message. C'est pour ça que nos ancêtres se plaisaient à dire, je suis là dans le temps médiéval de nos parents noirs, qui s'amusaient à dire que la politique c'était du mensonge. Alors est-ce que Donald Trump nous amène dans une politique de mensonge? Lorsqu'il parle de l'Afrique, il y a des insultes, ce qui n'est pas éthique, ni moral non plus. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour lui dire la vérité. Mais ramenons le jugement de Trump au Congo-Brazzaville précisément. Parce que l'objet de ma quête aujourd'hui, c'est d'aller rechercher toutes les tares qui ont amené le Congo à être en faillite généralisée aujourd'hui. Alors, je vais faire un constat affligeant de l'accumulation de toutes les tares que nous avons vécues durant les 40 années lesquelles j'ai observé la politique du Congo-Brazzaville, la politique de l'Afrique, et je l'ai comparée avec celle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Une comparaison, bien sûr, à des dimensions étagées, sclérosées, parce que comment voulez-vous qu'on puisse aller comparer le Congo-Brazzaville avec le Canada, par exemple? Il n'y a pas match, comme dirait l'autre. Le Congo-Brazzaville, en faillite généralisée. Mais nous avons assisté à quoi au Congo-Brazzaville? À une déviation excessive dans la gouvernance de la chose publique. Nous assistons jusqu'aujourd'hui à une faillite spirituelle. Tout a été détourné. Les francs-maçons ont pris le pas sur le fétichisme et à la tête de tout ce système qu'il faut en réalité bannir. Ce système que nous avons appelé PCT, qui a apporté cette faillite morale et éthique. J'ai observé également, comme tout le monde, une déchéance économique, financière, sociologique et psychologique. Alors, si nous pouvons nous attarder un peu sur la déchéance économique et financière, mais c'est du fait des hommes. Les hommes ont confondu
les biens publics à leur propriété personnelle. Ils ont géré le Congo-Brazzaville comme ma grand-mère gérerait son kiosque dans un village bantou. Ils ont utilisé les finances publiques sans vision politique, sans vision de développement industriel. Au plan sociologique, mais ils ont simplement brisé le tissu. Mais tout ceci est accumulable ou assimilable à une sorte de maladie pathopsychologique des dirigeants qui gouvernent aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Ces dirigeants qui ne veulent pas partir. Pour eux, ils sont en train de faire un travail excellent. Ils peuvent inviter beaucoup de types d'experts pour venir tenter de ramener l'argent qu'ils ont volé par des moyens détournés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Pendant plus de 40 ans, ils sont habitués à gérer de manière opaque. Alors, ils veulent maintenir les Congolais dans cette opacité à tel point qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle le développement industriel. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas de vision. Et qu'est-ce qu'ils ont favorisé? Mais le chômage endémique des jeunes, une crise aiguë entretenue par un détournement même de l'éducation, la chose la plus essentielle pour élever le potentiel de notre jeunesse, qui ouvrirait ses yeux vers l'éclosion d'une continuité d'un système un peu plus perfectionné que Trump, Donald traite les Africains des primériens parce qu'ils ne sont pas capables de créer quoi que ce soit. Ils ne sont que des simples consommateurs. C'est de l'exagération. Mais quelque part, regardons-nous. Est-ce que lorsqu'on détourne l'éducation des jeunes, lorsqu'on dévoie la culture, nos cultures originelles pour adopter le seul d'autrui et s'en vanter, n'y a-t-il pas là un problème pathopsychologique? Non seulement des dirigeants, mais de ceux-là qui ont, n'est-ce pas, accepté de suivre cet enchaînement des pathologies qui n'ont amené notre jeunesse qu'à s'adapter, si ce n'est à l'alcool, c'est à ce qu'ils appellent sapologie. Donc ils passent du temps à acheter des costumes, des chaussures qui coûtent certainement cher, mais ils n'ont pas de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui ont détourné justement cette culture, cette académie, cette instruction, cette éducation, mais ils l'ont détourné justement pour avilir ces jeunes, leur amener à s'intéresser à l'alcool, à s'intéresser à la facilité. C'est ce que Donald Trump appelle la paresse des Noirs. Les Noirs méritent d'être gardés dans les grottes selon Donald Trump parce que ils sont, il les vaut mieux de les garder dans un état de colonisé éternel. Est-ce que nous n'avons pas prêté le flanc à Donald Trump pour qu'il se permette de dire certaines choses de ce sens? Il n'a pas insulté tous les Noirs parce qu'il y a eu le pasteur Martin Luther King et autres Barack Obama qui sont des figures de proue. Il y a eu des Nelson Mandela et autres Africains, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, des cracks qui ont porté également cette peau qu'ils appellent noire, mais qui n'est pas en réalité noire, mais qu'ils utilisent comme une insulte. Donald Trump parlait des nègres, cette négritude que certains académiciens africains ont honorée. Pour eux, la négritude, en réalité, n'était pas une insulte, c'était un état de nature. Et alors, allez briser la compétition académique qui a toujours caractérisé les Congolais. Allez briser la quête de l'excellence, le vilipender. Mais cela vise un but tout à fait clair. En réalité, c'est une volonté très manifeste d'abrutir et d'appauvrir notre jeunesse qui aujourd'hui est versée dans la mendicité parasitaire très très avilissante. Alors, quelle est la solution?
Non, mon problème, ce n'est pas d'aller m'opposer à ce riche qui s'appelle Donald Trump, qui là se met au-dessus de son piédestal et observe les Noirs comme une petite bande qui doit être soumise en permanence. Mais alors, moi je pense que la meilleure façon de lui rendre son insulte, c'est de réussir, c'est de lui montrer que nous sommes capables de faire quelque chose de mieux. Mais même les Africains qui sont en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, Donald Trump pense que puisque ceux qui sont sur le terrain ne sont pas capables de bonne gouvernance, ne sont pas capables de bonne gestion économique, financière, sociologique et psychologique, cela veut dire que nous avons donc, nous les Noirs qui sommes ici en Amérique du Nord, apporté cette pathologie et Donald Trump n'a plus confiance à des personnes qu'on appelle nègres, à ces Noirs qui ne sont que des objets qu'il faut continuer à écraser. Mais est-ce que certains Noirs, comme les présidents africains, ce syndicat abrupt des chefs d'État qui ne sont capables que de détournement, comme nous l'avons dit toujours, ils sont riches. Mais eux, ils sont riches, ils vont se soigner à l'étranger. Ils construisent, ils achètent des villas très très chères à l'étranger. Ils vont se soigner à l'étranger, je le répète à dessein, mais ils ne sont pas capables de bâtir des hôpitaux chez eux, des hôpitaux qui sont comparables aux hôpitaux qui sont à l'Occident. Mais c'est faisable. Les gens n'attendent que ça, que de nous bâtir des petits morceaux de route qui ne permettent même pas à nos parents d'évacuer ne fût-ce que leurs produits d'agriculture, qu'ils, n'est-ce pas, trouvent au prix d'un labeur parfois trop excessif, mais ils ne sont capables de rien. Le chemin de fer que le colon nous a laissé, ils ne font qu'aller chercher quelques petites locomotives qui parfois ne fonctionnent même pas au lancement, et ce sont ces locomotives qui continuent à rouler sur un chemin de fer très vétuste. Ils ne pensent même pas à renouveler, surtout que ce chemin de fer passe par le sud. Alors ce petit Clambochi, comme nous l'avons dit dans notre vidéo passée, ben, il se contente de vivre dans une sorte de mendicité parasitaire, ou encore de parasité mendicitaire. Ils sont là, parce que c'est des mendiants. Mais le problème, c'est que c'est des mendiants braqueurs. Ils sont armés, ils sont surarmés, alors ils sont sûrs d'eux. Même quand ils sont assis, ils ont des blindés à côté d'eux. Quand ils vont inaugurer un robinet d'eux, ben, il y a des hélicoptères qui sillonnent le ciel et les blindés sont tout autour. Et croyez-le, dans ces blindés, c'est sûr qu'ils ont mis des mallettes pleines d'argent. Dans leur poche, ben, c'est plein d'argent. Dans leur village, mais il y a des endroits qu'ils ont aménagés comme des caveaux, il y a de l'argent dedans. Mais quand ils n'en ont plus, ben, ils sont obligés donc de trouver des stratagèmes pour aller ramener cet argent, mais qu'ils vont revendre, entre guillemets, aux Congolais, les propriétaires de cet argent. Mais comment voulez-vous que Donald Trump n'insulte pas ces gens-là? Il aurait pu s'adresser directement à cette catégorie, j'aurais bravoté, mais prendre le noir dans son ensemble comme étant un paresseux, comme étant un moins que rien, je me sens insulté dans mon intelligence. Mais quelque chose dans moi me dit que, au niveau du Congo-Brazzaville même, au niveau de l'Afrique, il y a des jeunes qui ont terminé avec brio leurs études. Ces jeunes ne peuvent pas travailler parce que Sassou et son système, ben, ils sont au large, avec les tankers, en train de se partager le pétrole avec un système qu'il a bâti, un système qu'il faut bannir. Il faut bannir tout ce système par tous les moyens. Et c'est ici la fin de ma vidéo. Chers frères de la diaspora, nos frères à l'intérieur du Congo-Brazzaville peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils n'arriveront pas à démonter seuls ce système. Mes chers bien-aimés frères de la diaspora, les marches sont certes nécessaires, mais nous devrons aller au-delà des marches. Il faut trouver des moyens un peu plus pointus, plus subtils, pour aller bousculer les logiques, pour aller bousculer l'Union européenne, pour aller bousculer les autorités internationales. Il faut aller à l'ONU, aller se pointer devant eux et leur
montrer toutes les preuves que nous détenons. Mais nous devons aller encore à l'Union européenne pour aller leur dire, ben, écoutez, vous avez refusé d'écouter Allemagne, mais voici les preuves, elles sont là. Pourquoi vous refusez de traiter les problèmes du Congo-Brazzaville? Nous devrons aller, peut-être pas tous les jours, mais à des moments bien ciblés, continuer à faire pression du lobbying stratégique auprès de certaines chancelleries, impliquant même l'Allemagne. Ne les mettons pas à part. On peut impliquer tout le monde, même les Russes, même les Chinois, pourquoi pas. Il faut aller vers eux et leur montrer la plaque, laquelle il est marqué quelque part. Il faut bannir le système du PCT. C'est un système qui a complètement avili la jeunesse congolaise. C'est un système qui a complètement appauvri le système de notre éducation, le système de notre instruction, le système de notre culture. La citoyenneté n'existe plus. L'esprit participatif au développement du Congo-Brazzaville, il n'y en a plus. Comment voulez-vous qu'un pays puisse se développer lorsque la paix est au bout du canon? Comment voulez-vous qu'un pays puisse se développer si on est en train de bombarder un secteur qu'on a ciblé parce qu'il faut aller créer un génocide pour faire disparaître cette partie du peuple? Oh mon Dieu, je pense que ça doit s'arrêter ça. Et je pense qu'il est temps que nous trouvions tous les moyens, par tous les moyens, je n'exclus rien. Il faut faire tomber ce système, il faut le bannir pour qu'enfin notre jeunesse soit respectée.